Et du coup, je ne l'ai pas dit, donc je le dis là, et je le remettrai au début de la vidéo. Donc je vais vous faire comme un petit voilà, trailer en mode, voilà, on commence comme ça et après on commence la vidéo. C'est que moi je vous conseille d'utiliser DaVinci, parce que certes, Premiere peut lire le format, mais ce que je vous ai dit en début de vidéo n'est pas possible. Il prendra le format de base, il va le décrypter comme ça, ou même il va se mettre tout de suite en C-Log 2, ce qui posait des problèmes sur les anciennes générations d'appareils photo. Parce que, si vous ne le savez pas, eh ben, prendre un R3 et un R5, il décodera en C-Log 2, et vous pouvez décoder le C-Log 2, mais les capteurs ne sont pas assez performants pour ça. Donc vous aurez des performances pas forcément terribles. Et vous vous retrouvez dans un espèce d'étrange milieu où vous pouvez utiliser les lots Canon si vous désirez le faire. Mais là, ce sera plutôt vraiment la personnalisation qui sera la clé, et je suis pas sûr que vous ayez vraiment la bonne dynamique du C-Log 2. Mais voilà, préférez DaVinci au lieu de Premiere, et prenez des appareils photo et des caméras plutôt, enfin des appareils photo modernes comme le R5 Mark II, et toutes les caméras qui ont le RAW Light devraient marcher correctement. C'est 70, c'est 500, c'est 500 Mark II, c'est 300 Mark III, parce que le RAW CRL, il me semble, est arrivé avec la C200. Donc là on est en manuel, hein, avec le filtre ND et le vieux assist, comme il n'y a pas ni sur la C80 ni sur le R5 Mark II de LUT Assist, de LUT que j'aurais créé, ben c'est un petit peu compliqué. En plus là il faut que je vérifie à chaque fois ce que j'ai fait d'ailleurs, si je l'ai fait parce que le volume était à 0, parce que le R5 Mark II, quand vous êtes en LPCM, il va prendre les sources à la fois dans votre jack 3.5, mais aussi ses micros moneurales, alors que sur la C80 on peut choisir un petit peu ce qu'on veut, et on part de là. Donc bonjour et bienvenue sur la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du RAW CRM de chez Canon. J'ai fait cette vidéo un peu blabla sur le RAW, sur ce qui me tenait à cœur de vous parler, pour pouvoir faire cette vidéo sur le RAW CRM, ou ce qu'on pourrait appeler le RAW CRL, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que y a le RAW qu'on va avoir sur les hybrides et le RAW qu'on va avoir sur les caméras telles la C80 et la C400, qui vont être un petit peu différents, parce que le RAW.CRM, qui est en fait le cinéma RAW Light, le CRL, c'est normalement un RAW qui est considéré autour des maximum 1 gigabit par seconde, même si on a du LT, du ST et du HQ. Sur les hybrides Canon, c'est un petit peu différent, parce qu'ils ont décidé d'aller beaucoup trop loin. Et du coup, on se retrouve avec du 2 gigabits, 3 gigabits, des trucs comme ça. Je vous mettrai les détails ici. Ça s'est amélioré sur le R5 Mark II, mais on est quand même sur du 8K à 1,5 à 1,6. Je vous mettrai les données ici. Et je vais essayer de ne pas tomber, parce qu'on n'est pas loin là où j'ai eu le problème avec ma C80. Donc ce qui est intéressant avec le RAW CRL ou CRM, c'est finalement un des seuls RAW qui existe à la fois sur les hybrides et les caméras cinéma. Si vous avez un petit peu suivi ce qui se passait sur internet, Canon, par on ne sait quel moyen, a réussi à passer en dessous des procès avec Red, qui, de manière assez ridicule, avait réussi à broter le fait que le RAW, il n'y avait qu'eux qui pouvaient le faire. Et du coup, Nikon peut le faire, mais c'est parce qu'ils sont arrangés avec Red et ils ont racheté Red. Et je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ils ont enlevé toutes les têtes pensantes de Red, en mode voilà, maintenant c'est Nikon. Mais on est là pour parler du RAW Canon. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant sur du RAW Canon? Du coup, ça varie. Avec le R5 Mark II, ça va être un petit peu plus compliqué à lire que celui de la C80. Celui de la C80, il est limité à ce que peut enregistrer une ASD V90. Donc en plus d'enregistrer le 6K, on est dans des bitrates qui vont être autour de 400 ou un peu plus lorsqu'on est en 60 images par seconde. Donc c'est Canon qui a fait son propre calcul pour que ça marche. Et on n'a pas de, on a le 60 images par seconde, mais il est en Super 35. La loi d'un RAW veut qu'on enregistre tout le temps dans son format nominal.
Donc normalement 5D Mark II 8K et C80 6K. Et après, comme pour les RAID, on change de format à chaque fois qu'on change de définition. Donc par exemple sur la C80 et la C400, on a le 4,368K qui est du Super 35, et vraiment du Super 35. C'est du 1,46 opposé au Crop 1,6 APS-C de Canon. D'ailleurs, il y a des moyens de recadrer ce format-là pour convenir aux optiques APS-C Canon. Mais du coup, on est vraiment sur du Super 35. Là où ça devient un petit peu plus chelou, c'est quand on prend le 5D Mark II, qui est en train de me filmer ici, et là j'essaie de ne pas mourir, et ben on se retrouve avec du 4K plein format. Voilà. Et donc personne ne sait, moi compris, comment le sampling se fait. Parce que c'est sur le même mode de mesure que le 8K, on n'a pas vraiment d'amélioration de dynamique, on a un bruit qui pour moi est un petit peu moins esthétique, mais voilà, on est là-dessus et bah, ça marche à peu près. Et ce qui est bien, c'est comme c'est du 300 mégabits par seconde, contrairement au 8K, et ben, c'est un format qui est très facilement lisible et vraiment très intéressant pour les ordis. Parce que même si on a un gros nombre de gigabits par seconde, enfin, ou de mégabits surtout, et ben, on se retrouve sur l'intérêt du RAW, qui est un format qui enregistre en radiométrique. Bon, c'est un petit peu différent avec le RAW vidéo, puisqu'il y a des petits compromis, mais en gros, tout ce que vous avez mis comme profil, par exemple là, je suis en 4K en C-Log 2. D'ailleurs, il faut que je regarde un truc. Non, c'est bon en fait. Je croyais plus avoir de place parce que j'ai fait un test de surchauffe hier, mais c'est bon. Et donc du coup, tout ce que vous avez comme indication de format disponible dans vos Custom C, donc que ce soit Canon 709, Rec 709, il y a quoi, le WideDR aussi qui est sur la C80, le C-Log 2, le C-Log 3 sont disponibles après coup, puisqu'en fait le RAW, l'intérêt, c'est qu'il ne va pas enregistrer un format débayerisé. Ce ne sera pas du CBCR comme on a sur un fichier ProRes 444 ou votre usuel Rec 709 420 gigabits que vous regardez sur Netflix ou n'importe où. Là, le format est disponible pour faire absolument ce que vous voulez, et donc en plus de, parce que le log c'est un petit peu pareil, mais là en plus vous avez une grosse latitude pour le mettre dans n'importe quel format et ne pas juste extraire une image du log. Donc si des fois vous avez besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide à utiliser que le log, vous pouvez rester en Rec 709. Donc si votre client est là, ouais, mais j'étais bien à l'affichage, mais je veux un petit peu plus de saturation et machin, pas de problème, vous passez après sur du C-Log 2 en post et ça marche très bien. Et vous récupérez de la dynamique, notamment dans les hautes lumières, parce que j'ai constaté que le WideDR ne fait absolument pas. Et bon, après ce sera à vous de jouer en fonction de la colorimétrie qui n'est pas exactement la même. Et c'est absolument pareil sur le R5 Mark II. Par contre, le R5 Mark II a un truc un petit peu plus bizarre avec son RAW, parce que ce qui va être intéressant, bon, on ne peut pas changer de plage ISO, on ne peut pas passer par exemple sur une C80 sur la plage 3200 ou la plage 2800, enfin ça sera sur la plage auquel vous avez enregistré. Par contre, vous pouvez changer l'ISO après coup, et ça, c'est vraiment quelque chose de cool, avec un petit truc assez étrange sur le R5 Mark II. Si vous ne le savez pas, il n'a pas deux plages ISO, parce que, en fait, je suis en train de cracher sur mon appareil photo, parce que tout simplement, il a deux circuits. Il a vraiment deux circuits. Sauf qu'il a un switch automatique. Donc vous ne pouvez pas sélectionner la plage 4000 et passer en dessous et rester sur la plage 4000. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas améliorer ou changer l'échelle de la dynamique dans les basses lumières comme vous le pourriez sur une C80 ou une C400. Donc c'est pour ça que Canon ne dit pas que c'est un dual ISO natif, c'est parce qu'il fonctionne toujours en auto. C'est un peu dommage et ce serait bien que ce soit corrigé, mais le problème qui va avec ça, c'est qu'on ne peut pas passer en RAW en dessous de 800 ISO, alors qu'on peut avec les formats compressés. Donc ça c'est une erreur de Canon, ouais. Et bah, faudrait qu'il la corrige. Et donc là, donc je suis passé juste à côté de là où j'ai fait, où je suis tombé sur ma C80. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est pas un problème de naissance de la C80. C'est moi qui suis un petit peu
stupide. Et donc voilà, donc si vous voulez enregistrer dans un ISO 640 lorsque vous êtes sur la C80, vous devez faire un peu comme moi, regardez votre waveform, calculez à peu près 2 stops, enfin 0,2 tiers de stop en plus, ou 1 tiers, par exemple, si je veux me mettre à 400, 2 tiers, et du coup enregistrer, surexposer, et après le replacer à 640 ISO pour avoir une performance qui sera meilleure en bruit. Exposez pas à 0, hein, parce que si vous réétagez les deux, vous allez forcément récupérer le bruit que vous avez voulu prendre. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc on a bien la possibilité, après coup, de passer jusqu'à 200 ISO, ce qui, si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai ici, vous permettra d'augmenter la dynamique dans les noirs au profit de la dynamique dans les hautes lumières. Donc vous perdrez dans les hautes lumières pour récupérer dans les basses lumières pour avoir une meilleure performance en bruit. Du coup, en plus de corriger les ISO, vous pouvez corriger vos hautes et basses lumières. C'est des choses que je ne fais pas parce que je les intègre directement dans mes luttes. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin de faire une correction en amont, avant, ça devrait être plus efficace que sur du fichier compressé. Une autre chose qui est vraiment géniale, et c'est vraiment pour moi ce qui justifie l'usage du RAW, eh ben, c'est le changement possible de balance des blancs en Kelvin. Parce que comme on n'enregistre pas directement quelque chose qui est débayorisé, eh ben, on a plus d'efficacité. Comme on est en radiométrique, on peut avoir dépassé le spectre humain, encore plus que du coup en C-Log 2, enfin, même si c'est le profil avec le plus gros gamut, on a le choix, on va dire ça comme ça, comme je vous l'ai dit au début. Et c'est vraiment super de ce côté-là. C'est beaucoup plus efficace parce que vous n'aurez pas de changement de valeur, à savoir que si vous variez, en fait, vous refiltrez par-dessus, en fait, vous étirez les couleurs plutôt que là, vous agissez avant en fait le passage dans le gamut. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait ça inscrit dans le gamut la chose, et comme il y a l'effet radiométrique, eh ben, vous avez quelque chose de beaucoup plus clean. Donc si par exemple, je dis pas que vous enregistrez dans le mauvais Kelvin, ça c'est normalement le cas, mais déjà si vous vous trompez en sortant parce que vous étiez à 4000 et vous vouliez passer à 5000, vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Et en plus, par exemple, si vous vous dites c'est pas assez chaud, et là, vous pouvez aussi changer vos Kelvin sans que ça détériore vos couleurs. Et donc c'est quelque chose de vraiment très très bien de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des défauts après, mais je préfère mieux commencer juste avec les qualités ici. Autre qualité qu'on va avoir, c'est pouvoir, encore une fois, dû à cette non-débayorisation directe, pouvoir agir sur la netteté de manière beaucoup plus, efficace, à la fois dans le profil et à la fois sur DaVinci. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si DaVinci a le même panneau sur tous les RAW, mais il y a vraiment le 10 de netteté que vous avez toujours sur les Canon à la base, à savoir qu'il y a un petit peu plus de piqué qui est mis sur les fichiers Canon. Donc si vous vous dites oui, les Canon ils ont trop de piqué, non. C'est juste que c'est mis à 10 alors que vous pouvez le mettre à 0. Et en plus avec le RAW, si vous vous dites j'ai quand même besoin de piquer, vous pouvez le laisser à 10 et le corriger après. Et donc ça c'est pareil sur le R5 Mark II, sur la C80. Donc c'est absolument génial. Maintenant on peut passer à des défauts que vous devrez modérer. J'en ai déjà parlé aussi dans ma partie retouche du bruit des Canon, qui d'ailleurs ne marche pas sur le RAW, hein. C'est dans le fichier CP, mais comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu, trompeur, dans le sens où ça marche, mais c'est pas fait pour marcher de la façon dont vous pensez. Puisque en fait, le R5 Mark II prend lui de la C70, et donc qui a été transmise à la C80, mais ce que peut faire la C80, c'est enregistrer du compressé et du RAW. Donc en fait, la retouche de bruit peut s'activer pendant qu'on enregistre du RAW, mais pas sur le RAW, sur le format simultané enregistré. Le Canon R5 Mark II garde ça, sauf qu'on ne peut pas enregistrer un autre format différent. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous avez le choix soit de faire de la redondance, soit de faire, de pouvoir passer sur l'autre carte. C'est pas le cas d'ailleurs pour le 8K, c'est un petit peu étrange, mais bon, j'en parlerai un petit peu plus dans le test si j'oublie pas. Mais voilà, donc un problème qu'il va y avoir sur le RAW, avant de repasser, on va commencer par ça, c'est que du coup il n'y a aucune retouche du bruit. Et donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, il va falloir l'assumer le bruit. Ou il va falloir vraiment essayer de le corriger sur DaVinci
même s'il y a toujours une trace de bruit. Et pour moi, c'est une chose qu'il va falloir assumer dans le futur, les gars, hein, ou les gars et les filles, et ceux qui se considèrent entre les deux. Parce que eh ben, je ne comprends pas cette mode de vouloir faire du passé et de ne pas essayer de se dire, mais regardez, le bruit chromatique et le bruit, ça fait partie de la vie, regardez ce qu'on enregistre. Donc il va peut-être falloir passer un petit peu à ça. J'ai recraché sur mon filtre ND, c'est génial. Et essayer de se dire, voilà, les Canon enregistrent des choses bien. Donc on arrête de se triturer la nouille à penser que c'est pas bien à cause du bruit. Donc pas de retouche du bruit et aussi, en plus, pas de profil objectif intégré. Et c'est assez marrant parce que j'ai découvert ce que faisait vraiment le 28 mm et ce que font les objectifs sans profil sur les Canon. Et c'est assez marrant, c'est que certes on a toujours de l'aberration chromatique vraiment présente à certains moments, mais il y a des fois elle est totalement annulée, notamment si vous prenez une zone très éclairée et que vous avez une petite chose en périphérie, et ben vous n'allez pas avoir de frange chromatique lorsque vous n'êtes pas en RAW, mais quand on est en RAW aussi. Et moi je le trouve à côté assez esthétique. Donc si vous avez regardé mon premier tuto sur la C80, vous pouvez voir, si je retrouve le fichier je le mettrai là, vous pouvez voir qu'il y a quand même des fois pas mal d'aberrations chromatiques et surtout très très nettes. Parce que ce que fait aussi les profils, c'est de l'atténuer pour que ça se voit un petit peu moins. Donc après ce sera question de goût, mais si vous n'aimez pas les images un petit peu plus organiques et avec des défauts, d'où le fait d'accepter aussi le bruit, eh ben vous n'aimerez pas le RAW. Voilà, sinon vous devrez corriger vous-même. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des modules de correction des optiques sur DaVinci. Après, j'ai quelque chose à dire quand même, c'est qu'il faut relativiser l'effet du bruit sur le fichier RAW, parce que, en fait, comme vous allez transcoder votre fichier, hein, en faire un H264, un ProRes, ce que vous voulez, et bien forcément, le passage dans l'H264 va compresser le fichier. Et vous allez peut-être passer du 6K à du 4K. Et donc, vous aurez automatiquement moins de bruit dû à l'oversampling et moins de bruit dû à la compression de votre fichier. Et donc, si vous en voulez le moins possible, vous passez en H265. Le petit problème que j'ai de ces fichiers intermédiaires, c'est YouTube. Parce que le problème, c'est que ce que fait l'H265, c'est faire vraiment des macro-blocs très peu visibles qui se superposent les uns aux autres pour ne plus avoir de bruit. Quitte à tromper certains logiciels qui indiquent la dynamique, comme Imatest avec la Xila 21. Sauf que YouTube va recompresser dessus et il va vous faire des trucs tout moches avec des trucs assez cool. Et ça que j'ai un peu vu sur YouTube, c'est que, ce qui est assez étrange, c'est que le système de compression qui est horrible sur YouTube va voir votre fichier et il va vous le déchirer en morceaux et en faire quelque chose de très moche. Et donc, les caméras faisant de 8K nativement sont les plus touchées par ça. Donc les gros macro blocs que j'ai maintenant sur mes vidéos faites au R5 Mark II, c'est horrible, même si il y en a sur la C80. Donc voilà, il y a une personne qui se reconnaîtra quand tu me dis oui mais il n'y a pas trop de bruit lorsqu'on est sur YouTube. Bah si, mais c'est plein de macro blocs moches. Donc c'est pour ça que je préfère vous parler des choses de manière parlée, technique, ce que vous pouvez faire, plutôt que vous montrer des échantillons. Parce que j'ai déjà vu une vidéo, là d'ailleurs, qui disait que le Canon conservait la retouche du bruit, ce qui n'est absolument pas vrai, avec des exemples où ce qu'on voyait c'était juste la compression YouTube. Voilà, merci YouTube. Parce que apparemment les formats esthétiques, c'est fini sur YouTube. On peut plus tester, on fait que des formats simples. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste dommage que YouTube, de génération en génération, ait des qualités de pire en pire. Parce que je dis ça, mais genre il y a encore 2 ou 3 ans, la qualité était géniale. Mais aujourd'hui, j'exporte un truc, je fais waouh, c'est problématique. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur DaVinci. En fait,
moi personnellement, il y a un problème que j'ai avec DaVinci par rapport à Premiere, c'est que lorsque vous transcodez du 6K ou du 8K, comme il ne connaît pas les codecs, il va les compresser au maximum et vous faire quelque chose de sale. Mais là, j'ai beaucoup dérivé par rapport à la vidéo. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai tout dit, j'espère que oui, mais on va finir un petit peu la vidéo là-dessus. L'euro du C80, de la C80 pardon, est vraiment très très bien. L'euro du R5 Mark II aussi, mais je considère que le 8K c'est celui qui doit être utilisé et c'est beaucoup moins pratique que en vrai utiliser la C80, même si on a du 8K 60 qui est d'ailleurs le plus vite que le 8K normal. On va savoir pourquoi Canon, mais voilà. C'est des choses qui sont intéressantes parce que justement vous pourrez faire n'importe quel fichier intermédiaire à partir de votre RAW, que vous vouliez faire du ProRes 444, du ProRes 422, du ProRes n'importe quoi, du fichier H264 standard. Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et vous pouvez garder ces rushs pour les réutiliser plus tard et avoir totalement, comment dire ça, je vais y arriver, une ligne artistique différente. C'est pas les bons mots, mais voilà, vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez de vos fichiers, c'est ça qui va être intéressant. Même par exemple pour faire des stock footage, tu vois, des trucs que vous allez vendre ailleurs, faire du RAW, et ben ça vous permettra de les mettre à la fois en C-Log 2, en C-Log 3, permettre au client de choisir ce qu'il veut pour ce que vous mettrez et vous aurez comment dire ça, de la vente passive de fichiers vidéo que vous avez fait mis sur une librairie de stock. Donc ça peut être vraiment très très bien l'euro de ce côté-là. Et donc moi je vais te dire salut et à bientôt dans Mon Art de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas bien évidemment si tu as des questions à les poser ici.